Ce qui fait la particularité d'une attaque d'origine cyber, c'est qu'elle est fulgurante. Vous ne construisez pas votre feuille de route cybersécurité pour une PME ou pour une TPE de la même manière que pour un groupe du CAC 40. Bienvenue dans ce 3e épisode de Safe and Sound. Aujourd'hui, nous avons rencontré Serge Mizik, responsable de la sécurité des systèmes d'information de Paris-Ouest La Défense, un territoire regroupant 11 communes de l'Ouest parisien et coproducteur de ce podcast. Passionné de cybersécurité, il nous dévoile les clés pour comprendre les vulnérabilités et les enjeux cyber. Alors installez-vous et laissez-vous guider par cet expert. Vous écoutez Safe and Sound, le nouveau podcast dédié à la cybersécurité de Cybia, un programme coordonné par le Campus Cyber, cofinancé par la région Île-de-France et l'Union européenne. Il offre un accompagnement en sécurité numérique entièrement pris en charge pour les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ainsi que les collectivités franciliennes. Pour renforcer la sécurité de vos systèmes et bénéficier de cet accompagnement personnalisé, rendez-vous sur cybia.eu. Ce podcast est produit en partenariat avec le Catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Paris-Ouest La Défense. Cet épisode est réalisé par l'agence Jeff. Bonjour Serge. Bonjour. Merci beaucoup de vous rendre disponible pour cette interview. Avec plaisir. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs ? Oui, absolument. Donc je m'appelle Serge Mizik, je suis RSSI. Alors c'est un grand acronyme pour dire que je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc en fait, qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe de la sécurité de tout le patrimoine informationnel. Donc toutes les données, grosso modo, toute la protection de tout ce qui a de la valeur pour Paris-Ouest La Défense. Voilà, auparavant j'étais chez Systra où j'étais également RSSI et où on en parlait juste un petit peu avant. J'ai fait évoluer la fonction vers ce métier de CISO finalement qui a une vraie différence entre un RSSI et un CISO, plus la partie business dans CISO et création de valeur. Alors que RSSI reste un peu plus technique. Mais ça évolue en France. Et encore auparavant, j'étais à l'AFP, où on va dire, je suis resté longtemps à l'école à l'AFP parce que j'y ai passé 20 ans. Donc en passant par différents métiers. Mon background de base, c'est ingénieur réseau et télécom. Et j'ai forgé ma carrière pour devenir RSSI parce que dès lors que j'ai rencontré un de mes mentors, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Justement, comment on devient RSSI ? Comment on attrape le virus, entre guillemets, de la sécurité informatique ? Quelles sont ses motivations ? Et comment on construit son parcours pour devenir RSSI ? Je pense pas qu'il y ait aujourd'hui un parcours... Il n'y a pas de parcours tout tracé pour devenir RSSI. Je vais répondre à la première question. Comment est-ce qu'on attrape le virus ou comment est-ce que moi j'ai attrapé le virus ? Je vais vous le dire dans les termes tels que me l'a dit un jour mon mentor qui travaille aujourd'hui chez Airbus, puisqu'il est le numéro 3 de la sécurité chez Airbus. Il est resté mon mentor, il était à l'AFP auparavant. Il m'a dit aujourd'hui, Serge, puisque tu viens d'arriver, tu es le petit nouveau, tu vas travailler avec moi et nous allons burner les IGX. Waouh, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Traduction, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Il me dit on va simplement mettre à niveau un gros équipement de sécurité de télécommunication et en fait il faut le faire de manière pragmatique, faut le faire en suivant un mode d'emploi parce que sinon il peut y avoir une rupture de communication, une indisponibilité et c'est là que j'ai commencé à mettre mon pied dans la sécurité puisque la disponibilité est un des critères de sécurité. Je me suis dit c'est ce truc-là que je veux faire. Mais ça a été le premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, c'est que c'est réellement en fait un parcours où il faut aimer l'humain. Il faut aimer l'humain parce que nous sommes entourés de technologies, mais d'humains. Et moi, je suis passionné par l'humain. Donc, avec ces deux critères, je crois qu'on m'a donné le virus et il ne m'a jamais quitté. J'ai jamais porté de masque pour ça, en tout cas. Là, vous avez parlé d'humain. La collaboration est au cœur, j'ai l'impression, de votre métier, d'après vos premiers mots. À quoi ressemble votre quotidien ? À quoi ressemble votre collaboration, que ce soit avec vos collaborateurs dans le service de la sécurité informatique, comme avec les agents de Paris-Ouest La Défense ? Alors aujourd'hui, je suis un RSSI qu'on appelle mutualisé ou partagé,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paris-Ouest La Défense a eu l'idée il y a 1 an et demi, 2 ans, de créer en fait cette fonction de mutualisation en se disant les RSSI sont des profils rares, les RSSI on va dire un peu seniors comme moi, avec j'attaque mes 25 ans d'expérience maintenant, alors pas en tant que RSSI mais dans le monde de la cyber. Donc j'en apprends tous les jours, mais cependant, voilà, j'ai quelques acquis, quelques heures de vol, comme on dit. Ils se sont dit, puisque les RSSI et les profils sont rares et qu'on a du mal à recruter, on va mutualiser. Et donc en fait, Paris-Ouest La Défense est un établissement public territorial qui regroupe différentes mairies, 11 pour être précis. Elles se sont dit, plutôt que d'avoir 11 RSSI, on va en prendre un et qu'on va partager. Donc en fait, mon quotidien, il est de me balader de mairie en mairie et d'être le RSSI de 11 mairies plus l'EPT, l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, donc 12 contextes, et en fait de les accompagner sur ce que j'appelle, j'aime bien appeler communément le volet des 3 P. Pourquoi 3 P? Le premier pour people, les gens, le deuxième pour product, de la technologie, ce qu'il en faut, et le troisième pour process, parce qu'il faut un peu processer tout ça. Donc en fait, je me balade et le but étant d'élever le niveau de maturité de ces collectivités, déjà de savoir à quel niveau elles en sont, et de savoir constamment quel sera le next step, et de l'élever petit à petit, et de rentrer dans une démarche d'amélioration continue, donc d'être bon élève, on va dire, et de diminuer les impacts de cyberattaques, mais pas que, parce que les attaques peuvent venir de l'externe, mais également de l'interne. Il y a une différence à être RSSI chez Sistra ou à l'AFP, par exemple, et dans une collectivité territoriale ou dans une mairie. Est-ce que le travail est le même ou il est foncièrement différent? La base du travail d'un RSSI est globalement toujours la même. On travaille sur ce fameux triptyque qui est disponibilité, intégrité et confidentialité. Et preuve, un quatrième, c'est-à-dire la traçabilité. Cependant, on l'adapte à notre environnement. Je crois que les grandes différences que je note dans une collectivité publique, ou en tout cas dans le secteur public, et dans un établissement comme Paris-Ouest La Défense, mais également les mairies dans lesquelles je vais, premièrement, c'est le budget. Je gérais quelques millions par le passé, je gère quelques centaines de cas maintenant. Donc on ne fait pas... voilà. Je peux plus me payer une Porsche, je peux me payer une Volkswagen. C'est peut-être tout aussi fiable. On ne fait pas tout à fait la même chose. En tout cas, donc ça, c'est la principale différence. La seconde différence sont les ressources humaines. On a moins de personnes. Par le passé, j'ai eu une équipe avec des personnes seniors que j'encadrais, et on travaillait tous en équipe au sein de la structure ou du pôle cybersécurité. Là, pour l'instant, je suis mutualisé, mais je suis mutualisé tout seul, à moi tout seul. Il est prévu de recruter, mais pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. On verra sur 2025, parce que je renforce le pilier technologique, comme je vous le disais, les 3 P. Le volet people va venir. Le troisième élément différenciateur, c'est que dans le secteur privé, vous savez, il y a ces fameux COMEX, vous savez, ces comités exécutifs, où vous avez les patrons, la direction générale, et où moi, par le passé, j'étais pas membre, mais invité. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les CODIR, je ne suis pas dans les comités de DGS, qui sont les directeurs généraux des services, c'est-à-dire des personnes qui répondent directement au maire dans les mairies. Et donc, du coup, le volet humain lié au top management est manquant. Est un maillon manquant. Mais on y arrive. On commence à y venir. Je pense que je les bassine avec la cybersécurité, et donc je vais les voir de manière non anxiogène. Donc du coup, ils m'invitent maintenant pour me dire: Serge, t'as plein d'idées, t'en as une à la minute. Va falloir se calmer un petit peu, mais du coup, je les embarque avec ma passion. Bon, ça sent que je suis passionné, je pense. Vous sentez une prise de conscience au niveau de la cybersécurité ces derniers mois, voire ces dernières années, avec justement une augmentation palpable de la menace? La menace, elle augmente constamment. Je crois qu'on est passé
d'une menace typiquement de ransomware. Elle a évolué, je crois, en 2023. Alors, les ransomware sont ces fameux spyware logiciels qui chiffrent vos données, vous savez, puis après on vous demande une rançon. En 2023, il y a eu une augmentation de près de 50%. Donc ça évolue constamment. Oui, je sens une prise de conscience. Je ne saurais pas forcément l'expliquer. Je pense qu'il y a eu beaucoup en fait de volonté de la part de la France, de la part de l'Europe, de la part des pays comme Israël qui sont très bons en cybersécurité. Il y a un enjeu démographique derrière, il y a un enjeu stratégique pour des pays comme les États-Unis, comme Israël, comme d'autres. Et l'Europe a son mot à dire. Donc du coup, je pense que pour pas rester à la traîne, puisque les méchants ont toujours une longueur d'avance, ils ont que ça à faire. Ils ont qu'à attaquer. Nous, il faut qu'on se défende, et de plus en plus, on assiste à un changement de paradigme qui est d'avoir une posture offensive. On va essayer d'analyser la menace, c'est-à-dire qu'on mêle un peu, ça devient de moins en moins... c'est toujours technique, cependant on va trouver du profiling, c'est-à-dire comprendre la personne menaçante, comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit, pourquoi est-ce qu'elle m'en veut, c'est ce qu'on appelle la threat intelligence. Face à cela, comme l'intelligence artificielle arrive, il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de renforcer nos postures. Et de moins en moins, je vois les entreprises, en tout cas les collectivités, attendre de se prendre quelque chose qui fait mal et rentrent la cybersécurité dans leur stratégie à l'échelle globale. Est-ce que la menace qui pèse sur les collectivités est la même que celle qui pèse sur les entreprises ? Vous parliez des ransomware qui touchent beaucoup les entreprises parce que la data, elle a une valeur qui est considérable, c'est l'or des entreprises. Est-ce que c'est la même menace pour les collectivités ou elle est différente et vous parliez aussi de profiling. Est-ce que les personnes qui attaquent les collectivités sont différentes, animées par d'autres revendications, d'autres motivations ? Alors, on a toujours face à nous des personnes qui sont malveillantes. Et dans le domaine d'où je viens et dans les collectivités où je suis aujourd'hui, ce qui prime, c'est la cybercriminalité. Il y a 4 types de menaces. Il y a la cybercriminalité. Donc là, c'est typiquement l'appât du gain. Vous avez la déstabilisation. Donc on l'a vu grandement avec le contexte géopolitique entre l'Ukraine et la Russie et ce qui se passe en ce moment avec l'Europe. Mais pas que, puisque la déstabilisation est une menace qui peut affecter les collectivités. Je pourrais revenir dessus par la suite. Vous avez le sabotage, et puis vous avez l'espionnage. Voilà les 4 grands types. L'espionnage, on va plus le retrouver à l'échelle des États ou à l'échelle dans les domaines industriels. Les fameuses là industries où on manipule vitales, les secrets voilà. Dans les collectivités, vous parliez de data et d'or, on l'a aussi. On l'a aussi, pourquoi ? Parce qu'on manipule des données des citoyens. Des données qui valent extrêmement cher, des données qui sur le darknet se vendent très cher. Les collectivités manipulent des cartes nationales d'identité, manipulent des empreintes biométriques quand vous faites votre passeport, manipulent des passeports, manipulent des données de santé, manipulent des déclarations d'imposition pour calculer les quotients familiaux, pour avoir droit à des aides ou pas. Et donc en fait, toutes ces données-là sont extrêmement importantes et attirent les cybercriminels qui vont vouloir s'en emparer pour les revendre à prix d'or justement, ou en faire des faux et les revendre également sur le darknet. Ok, donc en fait, ils utilisent les mêmes techniques que lorsqu'ils attaquent une entreprise privée. Ils viennent bloquer et chiffrer les données de l'entreprise pour essayer ensuite de tirer une rançon pour ne pas les diffuser, voire pour les rendre à la collectivité. Ah, complètement. On est globalement sur les collectivités. Le risque, cette fois, on parlait de menace tout à l'heure. Là, je parlais de risque opérationnel. Donc technique, que je vois, c'est clairement ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. L'ANSSI en classe 9 risques. Il y en a 2 qu'on peut séparer. Il y a le phishing, vous savez, ce fameux hameçonnage
qui vise à vous envoyer un faux quelque chose, un faux SMS, un faux email. Alors évidemment, majoritairement, ça va être un faux email qui va usurper votre service informatique, se faire passer pour votre service informatique. Il faut mettre quelque chose à jour et cliquer là. Le fameux cliquer là ou ouvrez une pièce jointe, c'est comme ça que le malware, en tout cas le virus, rentre dans le système d'information et fait quelque chose, agit en provoquant des dommages. Et ou effectivement le rançongiciel, donc le ransomware, qui chiffre les données et ensuite, pour pouvoir vous les déchiffrer, vous demande une rançon, ce qui aujourd'hui, évidemment, ne vaut plus du tout la peine. Je lisais dernièrement un article, encore une fois, ce qu'on appelle le crypt and leak, c'est-à-dire je crypte ou je chiffre, parce qu'on ne dit pas crypter, mais on dit je chiffre et je leak, donc je fais fuiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'effet qui se coule. Je vous ai chiffré vos données et le double effet qui se coule, je les ai quand même. Vous avez payé la rançon, mais je les ai quand même diffusés sur le darknet ou sur Internet. Oui, parce que dans les conditions générales, il y avait marqué que c'était juste pour les récupérer, en fait, la rançon. Oui, voilà, dans les conditions générales de vente, avec le petit astérix en bas où il y a marqué surtout ne pas croire. Il n'y avait pas marqué que finalement, après avoir payé la rançon en bitcoin à quelques millions, nous allions quand même les divulguer sur Internet, vous causant des dommages. Vous sentez une recrudescence des attaques, vous, ces derniers temps ? On sent que les attaques augmentent. On sent surtout qu'elle se complexifie. L'intelligence artificielle arrive, elle est même là, hein. Le machine learning, l'intelligence artificielle, légère, on va appeler, on va pas lourde, c'est quand on a une intelligence qui est capable de réagir avec une émotion, ou forte, comme on dit. Mais l'intelligence artificielle faible qui est capable d'auto-apprendre, on l'a vu hein, avec les fameux chat GPT, on reste sur un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire les hackers bénéficient de plus en plus d'outils très sophistiqués et pour le mortel qui n'est pas expert en cybersécurité, déjà pour les experts ça devient compliqué, et pour ceux qui ne sont pas experts ça devient extrêmement compliqué de différencier le vrai du faux. C'est comme les fake news ou les deepfakes maintenant, on voit bien ce que la technologie est capable de faire. Là où par le passé on avait majoritairement des groupes, ces fameux groupes APT, vous savez, APT27, APT28, la sophistication était humaine, c'est-à-dire qu'il y avait un cerveau humain derrière. Là, il y a toujours de l'humain derrière, parce que les cybercriminels sont hyper bien organisés, hein, c'est des véritables PME sur le darknet, vous savez que vous pouvez vous faire embaucher, vous allez avoir un salaire x10, x12, x20, bon, illégal évidemment. Et puis vous courez un risque de vous faire attraper et de passer quelques belles années derrière des barreaux. Cela dit, voilà, il y a de plus en plus les machines qui aident maintenant les hackers et ce qu'on appelle les bots, les robots. Vous avez des machines qui vous attaquent avec un niveau de sophistication assez important. D'accord, l'intelligence artificielle, bon, il y a le côté deepfake, etc. Mais il y a aussi un côté, ça permet de complexifier l'attaque, de faciliter certaines tâches, c'est ça ? Ça permet d'accélérer en fait sur le déploiement de l'attaque ? Oui, ça permet de faire beaucoup de choses. Ce qu'on appelle une fameuse kill chain, c'est-à-dire une chaîne, la chaîne d'attaque en 7 états du moment où on reconnaît, on va faire une phase de reconnaissance. Je vais me renseigner un petit peu sur l'entreprise que j'ai comme cible. Je vais amasser de l'information. Puis ensuite, je vais construire ma menace. Et je vais livrer ma menace, donc ce qu'on appelle la charge, qui contient la bombe, hein, finalement, qui va exploser dans votre entreprise ou dans votre collectivité. Alors, qui va exploser en faisant du bruit ou en faisant pas de bruit. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'attaque de TV5 Monde, hein, mais dont la menace avait été présente pendant très longtemps dans le système d'information, sans que personne s'en aperçoive. Aujourd'hui, je crois que là, on est sur à peu près une 150aine de jours en menace présente sur un système d'information sans qu'elle soit détectée. Attention, j'essaye de ne pas faire peur. Aujourd'hui, heureusement, on a des outils qui détectent pas mal de choses. Mais vraiment, si l'attaquant vous a ciblé, c'est comme celui qui veut vous cambrioler aujourd'hui. Vous avez beau avoir un système d'alarme, vous avez beau avoir 3 Doberman, 2 tourelles avec des gardes armés, il rentrera. Ça ne fera que le ralentir ou lui rendre la tâche un peu plus complexe. Absolument. Mais effectivement, cette information, justement, le commissaire Fabrice Billot de la BL2C, donc la brigade de lutte contre la cybercriminalité, nous a sensibilisé à ce point.
qui est maintenant les attaquants peuvent rester des mois dans un système d'information, collecter, regarder en fait jusqu'à où ils peuvent pousser les ramifications avant de rendre l'attaque visible pour en fait maximiser le gain qu'ils font derrière. Tout à fait. Ce qui s'est produit, c'est que le cybercriminel, c'est de la criminalité pure, hein, donc c'est l'appât du gain. Donc par le passé, moi j'ai connu des attaques, j'en ai vécu deux, des cyberattaques, pas de grande ampleur, mais où il a fallu payer en bitcoin à l'époque où le bitcoin était à $300. J'aurais dû investir à ce moment-là, j'ai été bête, mais bon. Fallait en garder un pour vous au moment de la rançon. Qu'est-ce que faisaient ces fameux hackers? Ils envoyaient plein d'attaques et récoltaient des petites sommes. Ces petites sommes accumulées faisaient qu'à la fin, ils avaient une somme qui se chiffrait à quelques zéros. Aujourd'hui, ils vont analyser beaucoup plus leur contexte, la menace, et je veux dire, et créer une menace dont on ne pourra pas se parer. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, quand on a décidé de vous attaquer et d'être la cible, c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez réduire les conséquences et les impacts, mais l'empêcher. Et alors c'est assez intéressant, vous avez subi donc 2 attaques apparemment de faible ampleur. Ça éveille forcément ma curiosité. Comment on réagit quand il y a une cyberattaque et comment on fait pour préserver au maximum l'intégrité de la donnée, l'intégrité des systèmes d'information, en fait, contenir au maximum comme un bateau qui a une voie d'eau pour éviter le naufrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment on réagit comme on peut, tout d'abord, parce que la première fois, on n'est jamais préparé, mais je crois qu'on n'est jamais de toute manière préparé. On a beau faire des exercices, s'entraîner, etc. Ce qui fait la particularité d'une attaque d'origine cyber, c'est qu'elle est fulgurante. Tout d'un coup, ça commence souvent par un appel, et puis 2, et puis 3, et puis selon la taille de votre entreprise, 1000 ou 10 000. Je veux dire, et donc là, vous savez forcément qu'il se passe quelque chose de louche ce matin-là, ou cette nuit-là, ou ce week-end-là. Parce qu'évidemment, ça n'arrive pas à 10h30 du matin quand vous êtes concentré avec toutes vos équipes de présente. Hein. Oui, comme les attaques militaires, on les fait toujours au moment où le défenseur est le plus vulnérable. Exactement. Mais grosso modo, les premières, ce qu'on appelle les emergency mesures, donc les mesures d'urgence qu'on met en place, sont des mesures très simples et très logiques. Déconnecter un PC, ne pas l'éteindre, hein, parce que sinon on perd ce qu'il avait en mémoire, on perd la preuve de l'attaque. Quand on va aller déposer plainte, il faut qu'on ait des preuves. Donc déconnecter un réseau, isoler des bouts de réseau. Donc on avance petit à pas et imaginez une autoroute ou une petite route de campagne et puis vous avez un accident sur cette route de campagne. Et puis cet accident a des conséquences sur la départementale qui est juste à côté. Mais ça a aussi un incident sur la nationale qui est pas très loin. Puis ça a un autre incident ou une autre conséquence sur l'autoroute finalement A7 qui est à côté. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décider, vous les forces de l'ordre, accompagnés d'autres, de fermer tous ces tronçons. Et nous c'est pareil, on ferme de manière à endiguer l'attaque, à la concentrer au maximum là où elle est. Je rappelle qu'en 2019, l'attaque de Bouygues Construction au Canada, suite à un ransomware, donc à ce fameux rançongiciel, a été présente sur ses serveurs de Vancouver, je crois, à un certain temps. 8 heures après, elle était présente au siège à Elancourt, donc à côté de Versailles. Je vous le dis, c'est fulgurant. C'est très binaire en fait, c'est soit tout va bien, soit tout s'effondre. Exactement, c'est tout d'un coup tout était au vert et tout d'un coup tout devient au rouge. Quand vous arrivez à voir le rouge, parce que par moment les hackers masquent le fait qu'ils arrivent à prendre le contrôle. Ça, c'est vrai, par exemple, dans l'industrie. Ils prennent le contrôle des systèmes qui surveillent tout le système industriel, comme par exemple l'attaque de la centrale nucléaire en Iran, vous savez, où en fait, les gens qui étaient derrière les panneaux voyaient tout au vert, ah, bah, tout va bien, mais en fait, derrière, la centrale augmentait d'1,5 degré toutes les 24 heures, je crois. C'était pas, justement, vous parliez de risque latent, les clés USB qui s'étaient baladées jusqu'à arriver dans la centrale nucléaire? Alors si, on a su un petit peu le fin mot de l'histoire, ils s'en sont pris au patron, donc, quand je dis ils, c'est les Russes, hein, si je me souviens bien, ils s'en sont pris au directeur de ce système industriel qui gérait directement la centrale, et ils devaient faire une mise à jour d'un équipement industriel.
Et en fait, tous les soirs, il rentrait avec une clé USB qu'il mettait chez lui. Et finalement, ils ont réussi, par un biais décalé, quand on dit qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux, à se dire, on va pas l'attaquer lui directement parce qu'il est assez bien sensibilisé. On va attaquer sa femme. On va poursuivre sa femme en ingénierie sociale. Vous savez, étudier justement le mode opératoire de sa femme, comment est-ce qu'elle passe ses journées, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et ils ont piégé sa femme et elle est rentrée avec une clé USB qu'elle avait trouvée quelque part qui contenait un virus. Elle l'a posé à la maison et lui, le matin, exactement le même modèle, je crois qu'il a pris la clé qui contenait ce virus et le lendemain, il a voulu faire sa mise à jour. La mise à jour, je ne crois pas qu'elle ait marché. La parfaite illustration de comment une attaque peut être sophistiquée et la vigilance que ça requiert pour s'en prémunir. Et justement, quand on gère la cybersécurité d'un établissement public territorial et de 11 communes, et pas des moindres, on parle de communes comme Bourbevoie plutôt, on enregistre ici à La Défense, mais il y a aussi des villes comme Saint-Cloud, Neuilly-sur-Seine, le Valois, etc. On ne va pas toutes les citer, mais en tout cas, on a des villes importantes avec un tissu économique très dense, beaucoup de population. Comment, au final, on arrive à préparer les villes, les systèmes d'information et à en assurer la résilience, surtout quand on est, au final, tout seul pour un territoire énorme en termes de population et en termes de PIB? La première chose quand je suis arrivé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir, comme on dit, un terreau fertile. C'est-à-dire que j'ai des collègues DSI. Vous avez rencontré ma DSI tout à l'heure. Donc j'ai des DSI, des directeurs ou des directrices des systèmes d'information, puisque je suis rattaché au système d'information, qui sont très portés sur l'aspect cybersécurité. Qu'est-ce qui a fait ça? Je ne sais pas, l'appétence. En tout cas, il y a une appétence assez importante pour pouvoir gravir les échelons, step by step, pas par pas, pour arriver à une maturité, on va dire, plus élevée, plus évoluée. Et c'est peu dire, parce que dans les collectivités, on part de bas, on part vraiment de très bas. Mais il y avait déjà des choses, déjà des choses en place. Je vous parlais des 3 P tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met en place en premier? Qu'est-ce que j'ai mis en place en premier? De la technologie. On met en place des technologies, et qu'est-ce qu'on met en place? On met en place des technologies de protection. J'ai commencé par mettre des technologies de protection. Je me suis basé sur un cadre que j'aime bien, qui est le cadre du NIST, qui est un framework américain, un cadre de travail américain. Le NIST pour National Information Institute and Technology. Il parle de 5 piliers. L'identification, la protection, la détection, la réponse à incident et ce que j'appelle moi, ce qu'il appelle recover en anglais. Moi j'appelle ça la résilience ou la cyber-résilience, comme on a tendance à l'appeler aujourd'hui. Et on travaille sur ces 5 piliers indifféremment. Alors le nouveau framework V2 a introduit la gouvernance, c'est-à-dire gouverner, piloter, driver. Mais je la sors un peu à part, parce que j'ai une vision différente de la gouvernance vue du risque. Mais en tout cas, j'ai travaillé sur la partie briques technologiques et encadrement par des processus. Donc en fait, je leur ai dit par priorité, vous avez pas ça, il vous manque ci, il faut qu'on travaille pour les mettre. Et ce faisant, on a réussi à diminuer les risques. Évidemment, il reste encore énormément de travail, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut pour vraiment minimiser les risques. Vous savez, il y a souvent cette phrase de dire si je vais être attaqué, et on dit plus si je vais être attaqué, mais quand je vais être attaqué. Et moi, je vais au-delà de cette phrase, puisqu'on connaît, on a éliminé la probabilité et qu'on est sûr qu'on va se faire attaquer. Le temps est là. J'ai éliminé le temps, puisque je pars du principe qu'on va se faire attaquer. Et donc, du coup, maintenant, on travaille sur la réduction des impacts et des conséquences. Comment on fait? On segmente, on cloisonne un maximum les différents systèmes d'information, ou du moins les différentes branches? Déjà, on segmente le réseau et on filtre dans le réseau pour pouvoir, où on met des briques qui font ça. Alors déjà, on essaye d'empêcher la personne malveillante de pénétrer, c'est-à-dire de taper à la porte et d'avoir une porte ouverte et de rentrer. Ça s'appelle gérer les vulnérabilités et les corriger. Je pense que je pense que c'est responsable de 80% des attaques aujourd'hui. Si tout le monde adressait une bonne gestion des vulnérabilités, ce serait déjà un petit peu plus compliqué. Mais une fois qu'on est rentré, on va éviter de se balader à droite et à gauche, ce qu'on appelle les mouvements latéraux. Et pour ce faire, on va donner le moins de droits possible à un utilisateur. Moi, je suis RSSI, mais mon PC, il a des droits lambda.
C'est-à-dire que je ne suis pas administrateur de mon PC. Ce qui veut dire que si on en prend le contrôle, on ne peut pas faire grand-chose avec. J'ai même pas des droits pour me connecter sur des applications. J'ai des collègues qui le font, qui ont ces droits-là, évidemment, avec lesquels je travaille dans les DSI. Mais moi non, pourquoi ? Parce que les RSSI sont des personnes ciblées, aussi bien que les personnes des ressources humaines, aussi bien que les personnes des finances, les directeurs financiers ou directrices financières, les directeurs généraux des services, sont des personnes, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, et même c'est pas un jargon, mais les VIP, les Very Important People. On a tendance aujourd'hui à les appeler aussi les Very Attacked People, les VAP. Donc les gens véritablement ciblés. Donc on va définir qui doit avoir un minimum de droits et qui doit en avoir un peu plus. Et ensuite on va jouer sur ces droits. Dans ceux qui doivent en avoir un peu plus, on va dire, ok, une fois qu'on a mis ce qu'on appelle le moindre privilège en action, de least privilege, on va mettre ce qu'on appelle le need to know en action, le droit d'en connaître. C'est-à-dire que pour faire mon travail, moi, j'ai peut-être pas besoin de connaître ou de savoir, d'avoir telle ou telle information. Donc, je vais restreindre l'accès à l'information qui m'est utile dans mon travail au quotidien. Et c'est ce qu'on fait dans les collectivités. On réduit ces droits en travaillant sur la gestion des identités et des accès. Il est important de filtrer au plus fin possible et de faire une revue et de corriger constamment et d'affiner. Quand vous avez beaucoup de mobilité dans les collectivités, vous avez des agents de la fonction publique qui un jour étaient au pôle du traitement des eaux ou des déchets et puis qui le lendemain se retrouvent parce qu'ils l'ont souhaité et ont eu une formation à travailler pour le développement durable ou alors pour le système d'information géographique. On s'assure que les droits qu'ils avaient auparavant leur sont retirés parce qu'il n'est plus nécessaire qu'ils les aient pour leur travail de tous les jours. Et justement, vous avez parlé des briques technologiques comme première étape pour sécuriser. Maintenant, on parle de l'humain à travers cette gestion des accès. Comment on embarque les agents et on les sensibilise au-delà de cette question d'accès qui est peut-être plus back-office, qui est peut-être une vision que vous avez en tant qu'RSSI, mais comment on embarque les agents à être sensibilisés à la sécurité informatique, à ne pas cliquer sur n'importe quoi, à ne pas télécharger une application parce que plus rapide pour décompresser un fichier PDF. Enfin voilà, comment on arrive à faire en sorte que tout le monde ait cette hygiène numérique qui est indispensable au sein d'une collectivité comme d'une entreprise. Alors, il y a différentes méthodes pour sensibiliser les personnes. C'est comme dans toute gestion du changement, vous allez avoir des personnes qui vont avoir un mindset, donc un état d'esprit très ouvert, et vous allez avoir des récalcitrants, vous allez avoir des gens qui vont avoir peur, parce que ça fait très peur. On ne sait pas ce que c'est vraiment que la cybersécurité, c'est une nébuleuse, c'est très IT, on apparente souvent ça derrière à des gens qui sont des geeks. Vous savez, le fameux hacker en capuche, avec son sweat à capuche, c'est complètement fausse là maintenant, évidemment. On n'a plus du tout cela. J'apporte cette sensibilisation par expliquer très simplement et très clairement, donc en vulgarisant et en faisant des parallèles avec leur vie privée régulièrement. Vous êtes spammé tous les jours, c'est-à-dire on vous embête tous les jours, vous recevez... vous vous souvenez de cette mode, de cette phase où on recevait constamment des SMS sur le compte professionnel de la formation, le CPF. Donc aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont cette chance ou cette malchance, en tout cas c'est une opportunité pour nous, et on l'utilise, de recevoir dans la vraie vie ce qu'ils peuvent recevoir en milieu entreprise, en milieu professionnel. Et donc du coup, ça leur parle. Aujourd'hui, dans votre banque, vous avez un compte bancaire, votre banque vous oblige de vous double authentifier. Vous avez votre compte, votre numéro de compte qui est votre identifiant ou autre chose. Vous avez un mot de passe qui aujourd'hui se complexifie, 12, 13, 15 caractères avec des majuscules, des minuscules, des points d'exclamation, enfin en tout cas des caractères spéciaux, etc. Donc, et si possible, évitez d'avoir le même mot de passe pour toutes les applications. Et vous ne pouvez pas réutiliser ce mot de passe plus de 3 fois. Enfin, il y a un niveau de profondeur assez élevé, surtout pour les banques. Et vous avez maintenant ce fameux jeton que vous recevez soit sur un téléphone portable, soit sur une application, soit parce que sur votre téléphone, vous recevez une notification, il faut approuver quelque chose. La double authentification, qu'on appelle le 2FA, pour Two Factor Authentication, ou MFA, Multiple Factor Authentication, pour au-delà de 2, c'est-à-dire 3 authentifications, 4 authentifications. Eh bien, en fait, les personnes commencent à s'y habituer. Votre compte Gmail, si vous avez un compte Gmail, vous pouvez activer la double authentification. Et Google parle là-dessus. Microsoft, avec des Microsoft Authenticateurs, l'application, ça commence à se démocratiser.
Donc en fait, il n'y a pas une application aujourd'hui il en existe encore évidemment, trop à mon goût, mais on trouve de plus en plus des applications qui proposent ces mécanismes-là. Et donc du coup, en recevant des choses qui vous embêtent dans la journée, des faux coups de fil qui se font passer pour votre fournisseur d'énergie ou votre provider, votre fournisseur d'accès Internet, en recevant des faux SMS, en recevant tout un tas de choses, je pense que de plus en plus les utilisateurs commencent à être habitués. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est démystifier la cybersécurité et en parler simplement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on commence à en parler à la télé, à des heures de grande écoute. Le matin, quand je me lève, j'écoute par exemple la télévision pour écouter les informations. Il y a souvent des chroniqueurs et je vois des personnes de la cybersécurité, du monde des experts de la cybersécurité qui sont là et qui sont interviewés. Alors c'est le matin, mais vous allez avoir lors d'une cyberattaque de grande ampleur, sur le JT du soir, des interviews d'experts qui vont venir et qui vont expliquer quelque chose. Donc on en parle. Je ne vais pas citer la marque. Une marque qui change des pare-brises, vous savez, dit bien à la fin, il faut taper sur .fr. Et attention, tapez bien .fr. Vous voyez, c'est une forme de sensibilisation. Donc la cybersécurité est en train de s'emparer du monde et personnel et professionnel. Et les médias, qu'ils soient télévisés ou comme vous aujourd'hui, ou comme donc les podcasts, ou comme les mini-séries, le travail de l'ENSI ou d'autres. Le SIGREF a beaucoup travaillé pour faire des petites choses rigolotes. Ça se démystifie. Et donc, du coup, je pense que les personnes commencent à englober ça. Donc, il faut vulgariser pour... À outrance. Ok. La menace est maintenant tangible et palpable pour le commun des mortels. Ça aide aussi à faire en sorte que les collaborateurs soient plus impliqués? Oui, complètement. Vous savez, on a nos petites astuces aussi. On a nos campagnes de sensibilisation qui sont de deux types. On va se faire passer pour un méchant, un hacker, et on va envoyer ces fameux mails de hameçonnage. On va les envoyer. Alors avant, on les envoyait par gros paquets. Puis on s'est aperçu que ça ne marchait pas parce qu'au bout de 2 reçus, les collaborateurs, ils se parlent. Je crois qu'il y a le RSSI qui est en train encore de nous embêter avec ses faux emails. Si tu reçois quelque chose, va pas cliquer dessus. Celui-là, il s'appelle Assurance ou alors il vient de la DRH et on te sucre tes congés d'été. Évidemment, ça marche tout le temps très bien. Donc là, on les dilue dans l'année et on fait des groupes pour que ça passe un peu inaperçu, pour mesurer. Alors, il y a la première chose qui est de voir comment va réagir quand même l'utilisateur. Ce fameux taux de clic, mais ça n'est ni plus ni moins qu'un indicateur pour nous pour savoir vers où il faut porter l'effort. Parce que derrière, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est comment est-ce qu'on va former l'utilisateur. Et aujourd'hui, je suis en plein dedans, typiquement, puisque je m'intéresse, là j'ai reçu différentes entreprises qui m'ont présenté leurs solutions. Il y en a qui vous proposent encore, hélas, des gros paquets de modules d'e-learning. Vous savez, vous mettez derrière l'écran et vous en avez pour une bonne heure et demie à faire votre e-learning. Et tant que vous n'avez pas fini, vous ne pouvez pas quitter. Non, on ne fait plus ça aujourd'hui. On fait des vidéos de 4-5 minutes de manière ludique. On fait de l'infographie fixe, animée. On utilise tous les médiums possibles. C'est-à-dire l'image, le son, le texte, le quiz pour attirer l'utilisateur et lui faire en gros, entre 1h30 à 2 heures de sensibilisation, formation à l'année. Mais c'est quoi 1 heure de sensibilisation à l'année? C'est quoi 1 heure dans une année? C'est pas grand-chose. Avec ça, on est arrivé dans les collectivités à passer d'un taux de clic de 19% à peu près à, selon les contextes, à 2 ou à 6%. Alors attention, un clic est toujours fatal. Oui. Ça suffit. Oui, mais les probabilités pour que le hacker envoie le mail à la bonne personne, entre guillemets, réduit aussi le risque de pénétration des systèmes. Voilà, tout à fait. Et se préparer à réduire le risque, ce sont des processus. Et quand on est, et là je parle à nos auditeurs, quand on est une TPE ou une PME, ça peut paraître être un chemin très difficile et complexe. Et c'est justement pour ça que Paul, dont vous faites partie, et Cybia, qui est une initiative qui émane de l'Europe et qui est un partenariat avec le Campus Cyber, tâche de rendre la cybersécurité accessible et ces mesures essentielles de cybersécurité accessibles. Est-ce que vous pouvez nous parler, de votre contribution à ce projet? Il me semble que vous y êtes impliqué et que ce projet est d'importance pour vous. Pas assez impliqué, mais en tout cas impliqué. On travaille à une implication encore plus importante. Cependant, oui,
on travaille avec Cibia. Déjà, pourquoi ? Parce que Paris-Ouest La Défense est sur Puteaux. Le campus cyber, d'après l'ANSSI et d'après notre délégué Île-de-France, avec lequel je discute souvent, dit « Serge, t'es à 7 minutes et demie du campus cyber ». Et l'ANSSI a ses bureaux à une antenne au 12e étage, au campus cyber, donc j'y suis de temps en temps. Cibia, ils sont au 13e. Paris-Ouest La Défense, on les a accompagnés de différentes manières. Quand ils ont créé le poste de RSSI à Paris-Ouest La Défense, ils ont créé finalement l'empreinte cybersécurité. Le DIH Cibia étant dans la cybersécurité, Cibia pour Cyber Security Intelligence Artificielle Hub, d'où Cibia. Ils se sont dit, Serge, tu vas nous représenter, en tout cas le RSSI, aujourd'hui c'est moi, près de l'EDIH Cibia, donc de ce pôle d'innovation et d'excellence, pour faire monter en maturité la cybersécurité dans le tissu économique des PME et des TPE et des startups. Comment ? Par 2 choses. D'abord, on a aidé à recruter un expert en cybersécurité. Donc moi, je les ai aidés à recruter en recevant différents dossiers et en faisant passer des entretiens. Voilà. Et puis ensuite, aujourd'hui, j'aide cet expert qui est formidable, avec lequel on accroche énormément, à construire un catalogue de services basé sur de la technologie ou sur des unités d'œuvre. Quand il faut un pare-feu, on regarde quel type de pare-feu français on va mettre à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui fait sens pour une TPE, pour une PME ? Vous construisez pas votre feuille de route cybersécurité pour une PME, pour une TPE, de la même manière que pour un groupe du CAC 40. Il y a certaines contraintes liées au domaine des petites et moyennes entreprises ou industries qui fait que vous n'arrivez pas avec tout un tas de briques à empiler les unes derrière les autres parce que la PME, elle sera noyée. Donc, on les aide comme ça. Moi, je leur apporte, ils apportent des noms, on apporte des noms et on construit le catalogue de services technologiques. Et puis également par unité d'œuvre. Qu'est-ce que j'appelle une unité d'œuvre ? C'est pouvoir avoir des personnes qui vont vous faire une analyse de risque. Ça, c'est purement comme on dit dans notre bon vieux jargon, du jus de cerveau. Alors, il faut des compétences derrière, mais ce n'est pas forcément un outil qui va vous faire l'analyse de risque. C'est un humain qui va passer du temps à interviewer les gens de la PME et en déduire quels sont les 2-3 risques dont la PME auxquels elle fait face et qu'il faut qu'elle diminue. Oui, on commence toujours par prioriser en fait la première menace et ensuite plus on avance dans le process et plus on va toucher des risques minimes. Exactement. Et aujourd'hui, quand je dis nous essayons nous réfléchissons à comment les aider davantage, c'est qu'ils sont peu nombreux, Cibia, aujourd'hui, et qu'ils ont bien besoin d'aide. Donc en fait, alors ils s'aident avec des partenaires, des prestataires en cybersécurité qui vont aller voir les bénéficiaires, donc les clients, donc les PME, les patrons, les gens des PME, les services informatiques s'il y en a, etc. En tout cas, ils vont avoir un certain nombre d'interviews et d'interlocuteurs et d'interviews à faire pour pouvoir mener un questionnaire simplifié et avoir une évaluation de leur maturité de la cybersécurité. On va dire de presque 0 à quelque chose d'intermédiaire ou de renforcer. Ça peut être aussi une belle surprise d'avoir une PME qui en est déjà à un niveau, on va dire, élevé. Ça arrive. Aujourd'hui, je pense que les établissements publics territoriaux, et elle est là notre réflexion, sont des établissements qui ont un peu plus de monde que les mairies. Pold, c'est pas le bon exemple, on est 50. Mais grosso modo, vous prenez un autre établissement GPSO par exemple, qui est Grand Paris Sud-Ouest, ou GPSEA, Grand Paris Sud-Est Avenir, ils sont beaucoup plus nombreux. Si vous prenez le département, le CD 92, ou le CD 78, ou le CD 77, les conseils départementaux, et puis au-dessus la région, il me semble, à mon sens, que ces entités-là ont un rôle à jouer, à accorder des ressources humaines et donc du temps, à dégager du temps pour leur personnel qui sont des experts en cybersécurité, parce qu'elles en ont, et leur dire, peut-être que si, Serge, tu vas avoir un client, donc une PME, tu vas en voir 2 dans l'année ou 3 dans l'année, et qu'à côté, mon voisin va en voir aussi 2 ou 3 dans l'année, et que ça s'ajoute, peut-être qu'on va couvrir un peu plus de PME et de PMI sur le territoire de l'Île-de-France, et peut-être qu'à l'échelle nationale, puisque les EDIH, il n'y a pas que Cibia, on est à peu près une trentaine de DIH en France,
un peu moins de 150 en Europe, eh ben, on va réussir à toucher plus de PME et de PMI comme ça. Il faut vraiment mutualiser. Oui, mutualiser les efforts pour au final réussir à toucher. Aujourd'hui, on doit toucher quelques pourcents des TPE-PME. Et on est, j'ai l'impression, au début d'une démarche, on est au début d'une dynamique pour qu'à terme, pour que dans les 10 ans, etc., tout le monde soit embarqué dans la cybersécurité et que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, aient mis en place les mesures essentielles. Alors, c'est même moins de temps que ça. C'est 3 ans. C'est-à-dire que le DIH, il est comme le plan France Relance l'a été il y a quelques temps. Il est là pour vraiment tenter de cranter. C'est-à-dire de faire prendre conscience aux PME et PMI, de lancer la machine, si je puis dire. Et ensuite, au bout de 3 ans, d'avoir eu suffisamment de temps pour donner les billes et dresser ce qu'on appelle un schéma directeur ou une feuille de route pour la PME et cranter, encore une fois, l'avoir embarqué dans son parcours, dans son aventure cybersécurité qui est encore une fois l'objectif visé, c'est d'être dans un état de sécurité. C'est ça la cybersécurité. Et donc, d'ici 3 ans, de lui faire prendre conscience que dans 3 ans, le DIH s'arrêtera peut-être, la mission CIBIA s'arrêtera peut-être, ou il y aura peut-être une phase 2, on ne sait pas, par la Commission européenne. S'il n'y en a pas, c'est qu'elle soit autonome, la PME. C'est que le tissu économique soit autonome. Vous savez que 99% de notre tissu économique est composé de PME, PMI. Le reste, les 1% qui restent, c'est le CAC 40. Donc aujourd'hui, on a du boulot. Et une dernière question, parce qu'on arrive presque au terme de cette interview. Quelle est justement cette étape d'après pour une TPE ou une PME, sachant que toutes les TPE et PME ne peuvent pas avoir un DSI, un DSSI ou un RSSI en interne, et donc peuvent se retrouver dans une situation où personne, à part le dirigeant, n'est attaché à la cybersécurité. Quelle serait la solution au final pour qu'il y ait cette solution universelle, entre guillemets, de cybersécurité ? Évidemment, je n'ai pas la réponse exacte. J'espère que la prochaine étape, ce sera déjà de constater que les opportunités qui ont eu lieu via le plan France Relance, celle qui a lieu en ce moment avec le plan France 2030 et l'opportunité donnée par la Commission européenne avec les EDIH, donc les pôles d'excellence et d'innovation dans différents domaines, dont la cybersécurité va permettre vraiment de cranter. Je pense que l'étape d'après, c'est de comprendre comment fonctionne une PME et une PMI. J'aime bien dire un peu penser out of the box, vous savez, sortir un peu de la boîte et se dire « Ah oui, la PME, elle ne fonctionne pas comme j'ai l'habitude de faire fonctionner la cybersécurité dans mon grand groupe. » voilà. C'est de se mettre à leur portée et d'avoir une myriade ou en tout cas des entreprises qui se créent. Quand je dis des entreprises, c'est des entreprises expertes en cybersécurité et qui développent des catalogues adaptés à une PME ou à une PMI. Vous savez, une PME, c'est pas si compliqué que ça, la cybersécurité dans une PME. Il faut, encore une fois, je vais revenir sur le NIST, identifier sa valeur, ses assets, ses actifs, qu'est-ce qui l'a fait vivre. Je sais pas, son fichier client... des brevets, en tout cas une PME, elle a besoin d'identifier ses actifs et on n'est pas chez un grand groupe, on n'a pas des milliers et des milliers d'actifs, on a quelques-uns. Une collectivité ressemble énormément à une PME en fait finalement. Ensuite on a besoin de la protéger, donc d'adresser le volet protection par 2-3 mesures technologiques. On a besoin de détecter, donc d'adresser le volet détection. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les SOC, les Security Operations Centers, ces fameux centres de supervision qui monitorent votre activité et essayent de trouver des choses un peu suspectes en récupérant en analysant ce qui se passe sur votre système d'information ou sur vos applications. Elle a besoin d'avoir quelque chose comme ça qui soit managé pour elle. Ça, c'est le volet détection. Elle a besoin à ce qu'on l'aide à mitiger ses vulnérabilités. Et là, je pense que dans la mutualisation, il y a beaucoup à faire parce que vous avez beaucoup de PME qui utilisent les mêmes actifs. Vous allez retrouver par exemple l'outil Salesforce à différents endroits faisant la même chose. Donc si on arrive, les PME vont beaucoup dans le cloud maintenant, en mode SaaS. Et donc du coup, il est facile dès lors de se dire, une fois que j'ai évalué les vulnérabilités de tel ou tel logiciel,
si je le corrige pour l'un, je le corrige pour l'autre. Vous voyez ? Et puis en fait, à la fin, d'adresser sa résilience par des plans de continuité d'activité. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai pu voir ? Et quand je suis arrivé à Pold, j'ai été sollicité pour une petite PME indépendante. On dit, Serge, on travaille avec eux, pas directement, mais est-ce que ça t'ennuie pas de les aider ? Qui venait d'être victime d'une cyberattaque, alors en mode gros poisson, hein, c'est-à-dire le gros filet jeté à la mer et c'est quelqu'un qui a cliqué. Pas de peau, pas de sauvegarde. Voilà, pas de sauvegarde, 10 ans de travail perdu. Donc aujourd'hui, une PME, si elle prend en considération son travail, qu'elle sauvegarde ses données, qu'elle respecte des règles, ce qu'on appelle du 3-2-1, 3 copies sur 2 supports différents, dont une externalisée, donc une qui est inaccessible, parce que vos sauvegardes peuvent être également chiffrées en interne, mais si elle est quelque part ailleurs sur le cloud et qu'elle est recopiée de cloud en cloud, français s'il vous plaît, si possible, en France ou sur des clouds européens, c'est une bonne pratique. Demain, finalement, vous n'avez pas besoin de payer la rançon, puisque vous récupérez vos données, donc vous n'avez pas besoin de les récupérer. Ce qu'il faut par contre, c'est les chiffrer. Comme ça, pour éviter le leak, justement, le fameux, de tout à l'heure, crypt and leak. Ouais. J'ai crypté, je m'en moque, je les ai, mes données, elles sont sauvegardées. Et leak, oui, vous allez leaker, vous allez faire fuiter des données chiffrées qui seront illisibles. Donc, oui, le risque réputationnel. En fait, on a écarté d'abord le risque économique et le risque réputationnel, en fait, dans la deuxième vague. Absolument, absolument. Et sur le fameux guide d'hygiène de l'ANSSI qui comporte 42 bonnes mesures, finalement, on n'est pas obligé de prendre les 42 pour une PME. Peut-être qu'une dizaine suffit. Et il faut comprendre ça. C'est pas si compliqué de protéger des PME et des PMI. Ce qu'il faut, c'est aller convaincre et d'avoir le bon catalogue de services. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le DIH, Cibia, c'est de construire un catalogue en adéquation avec les besoins des PME et des PMI et des TPE. C'est parfaitement clair. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que, pour terminer cette interview, vous avez envie d'adresser un message aux auditeurs, justement, en matière d'hygiène, puisque on est tous des travailleurs, mais on est tous avant tout des citoyens et des humains. Donc, est-ce que vous avez un message à passer d'hygiène numérique, de cybersécurité ? J'ai 2 citations que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bien lire. La première est d'un auteur américain qui s'appelle Stephen Covey. Elle est en anglais, mais vous la comprendrez facilement. C'est « To know and not to do is really not to know ». Donc, connaître mais ne pas faire est vraiment ne pas connaître la menace. Oui. Est-ce que vous voyez le sens ? Donc, en fait, il faut s'approprier. Il faut pas se masquer. Vous savez, on parle souvent du Black Swan. Mais il y a dans la ménagerie des animaux à risque, il y a également le Black Elephant. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, absolument pas. C'est là, il y en a 4. On reviendra en saison 2, avec grand plaisir, vous le souhaitez, pour parler de la ménagerie des animaux à risque. Mais le Black Elephant est l'éléphant qui est au milieu de la pièce, dont on connaît, on sait ce que ça va produire, on connaît la conséquence et on connaît l'impact. Mais on l'ignore, on a décidé de l'ignorer. Bon, je ne vous dis pas ce qui peut arriver par la suite, quoi. Voilà. Donc, cette citation est là pour se rappeler que les Black Swan, ça arrive, c'est-à-dire l'inconnu, on ne savait pas et on ne connaissait pas l'impact. C'est ça, un Black Swan. Et je vous expliquerai les 2 autres, qui est le Black Jellyfish et le Grey Rhino une autre fois. Avec plaisir. Mais voilà, c'est en tout cas être bien conscient que la menace est là et qu'elle ne va pas s'arrêter. Et la deuxième citation que j'aime beaucoup, c'est évidemment celle elle est très connue, elle est du philosophe chinois Lao Tzu. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Donc, pour dire que la cybersécurité, c'est vraiment un voyage qui commence un jour et qui s'adresse pas à pas. Il faut penser global, mais il faut agir local. Merveilleux. Merci pour votre disponibilité et tous ces précieux conseils. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Serge Mizik nous le rappelle, la menace est bien réelle et ses conséquences déjà bien connues. Quel que soit votre métier, il est indispensable de vous préparer à une attaque, car tôt ou tard, tout le monde finit par être pris dans les filets des cybercriminels. Si vous êtes une collectivité d'Île-de-France, à la tête d'une entreprise ou un acteur de l'économie sociale et solidaire, rendez-vous sur notre site Cibia, cybiah.eu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée,
à commenter, noter ce podcast. Vos retours nous sont précieux. Et également à nous suivre sur LinkedIn @Cybiah, CYBIAH. À très vite.